Aujourd'hui, je réponds à la question de Wadji qui est la suivante. Comment identifier les parties prenantes? Comment répartir les séances d'élicitation des besoins? Est-ce qu'on le fait par niveau hiérarchique, par département? Wadji m'écrit en effet dans son mail, on m'a toujours dit qu'il ne faut par exemple pas mélanger la haute direction avec le niveau opérationnel parce qu'ils n'ont pas le même objectif. Moi, c'est vraiment cette dernière partie de la question de Wadji qui m'a interpellée parce que c'est clairement une fausse croyance. D'ailleurs, on a pas mal de techniques d'élicitation qui, au contraire, mélangent les différentes strates hiérarchiques et également, ça peut être des fournisseurs, des clients, etc. Donc, c'est une fausse croyance et là où ça m'interpelle, c'est que ça va vraiment avoir un impact négatif sur la qualité des données récoltées et donc des besoins recueillis. Et donc, c'est l'objet de cette vidéo que d'explorer un petit peu toutes ces fausses croyances en matière d'élicitation collaborative qui font peser un risque sur le projet dans son ensemble. Et même si on a vraiment l'impression, lorsqu'on sort de ces ateliers de travail, qu'on a fait vraiment intervenir les parties prenantes et que les résultats qui en sortent ainsi que les décisions qui ont été prises en séance ont été mûrement analysées, réfléchies et prises de manière consensuelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Facchi, je suis business analyst mais également formatrice, conférencière, coach et productrice de contenu en business analyse. Si vous voulez vous renseigner sur la discipline, la vaste discipline qu'est la business analyse, je vous invite également à aller faire un tour sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr. Vous y retrouverez énormément d'informations complémentaires à cette chaîne YouTube puisque je sais que certains d'entre vous ne connaissent que la chaîne YouTube. Eh bien, allez voir le site internet qui comporte des livres blancs, des documents en téléchargement, de nombreux articles, des podcasts, beaucoup d'informations complémentaires à toutes ces vidéos qui sont des articles de fond et des informations de fond. Vous y trouverez également toutes les informations pour vous professionnaliser en tant que business analyst par le biais de formations professionnalisantes, certifiantes également, de coaching, de livres, etc. Je mets toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Alors, je reviens sur la question de Wadji, dont vous me connaissez un petit peu si vous me suivez depuis quelques temps. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce qui est consacré à la business analyse. Alors, j'aime bien répondre aux questions que vous m'adressez à alice@bestofbusinessanalyst.fr par le biais en général d'un plan assez structuré. Je me suis essayée sur de l'improvisation, mais je trouve que c'est quand même plus clair quand je prépare à l'avance avec des paragraphes bien spécifiques. Donc, aujourd'hui, je vais déjà vous parler vraiment des fausses croyances qui entourent l'élicitation collaborative, qui peuvent faire surgir des malentendus et des pratiques mal informées qui concernent la conduite de ces ateliers. Et le problème, c'est que ça va non seulement rejaillir sur les données recueillies, mais également sur le projet dans son ensemble. Donc, on va d'abord voir la première chose qu'on va voir, c'est les bonnes pratiques et les fausses croyances qui sont liées à la conduite des ateliers de recueil des besoins. On va voir l'impact des dynamiques de groupe qui conduisent à des malentendus ou à des fausses attentes. En troisième partie, on va voir également les conséquences de ces fausses croyances sur le résultat final d'un projet. Et puis, essayer de donner quelques stratégies pour ne pas subir ces fausses croyances lors des ateliers de recueil des besoins. Donc, première chose que je voudrais vraiment que vous compreniez, c'est quelles sont les techniques de recueil collaboratif des besoins. Alors déjà, je vais pas m'étendre dessus parce que j'en ai longuement parlé, que ce soit sur mon site internet, que ce soit également dans d'autres vidéos de cette chaîne YouTube. Vous pouvez également d'ailleurs vous former à la business analyse par le biais de la masterclass devenir business analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z dans lequel il y a tout un module qui est consacré aux techniques d'élicitation. Mais je vous rappelle quand même que il y a de nombreuses en fait manières d'aller recueillir de besoins. Il y a des manières de faire non collaboratives où on va être nous en tant que business analyst face à par exemple à de la documentation. On peut faire des analyses d'interface, etc. Donc, qui ne nécessitent pas de mener des ateliers de travail avec des parties prenantes, avec des contributeurs. Et puis, on a une énorme partie de notre travail de recueil des besoins qui consiste à aller faire interroger des contributeurs. Donc, ça peut prendre la forme d'interviews, de workshops, donc d'ateliers de travail, de brainstorming,
de brainstorming inversé. Donc ça aussi, j'ai fait une vidéo sur ce qu'est le brainstorming inversé. N'hésitez pas à aller regarder l'animation qui figure sur ma chaîne. Vous avez des jeux collaboratifs, vous avez aussi tout un ensemble de jeux stimulant la créativité et l'innovation. Et là, il y en a vraiment mais des centaines et des centaines. Hein. C'est sans fin, on va dire. Donc vous pouvez vraiment piocher dans une sorte de boîte à outils qui permet de stimuler la créativité et l'innovation. Vous avez les fameux icebreakers aussi qui permettent justement d'aider les parties prenantes à rompre la glace littéralement et à faire connaissance, notamment lorsque c'est des personnes qui ne se connaissent pas, qui sont peut-être voilà des managers versus des opérationnels ou des clients, des fournisseurs, etc. Et tout ça, ça permet après de mieux collaborer. Vous avez aussi des démarches comme le design thinking qui est aussi très particulier et qui a une manière aussi d'aller recueillir les besoins très très particulières. Vous avez la démarche effectuelle alors je vous donne vraiment des exemples. La démarche effectuelle, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur ma chaîne. Il y a une interview de Guillaume Maison qui parle de cette démarche effectuelle qui est aussi très intéressante. Et il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres. Donc ça, voilà, il faut savoir que quand on va recueillir les besoins et que on est business analyst, souvent on se cantonne à tout ce qui est interview et atelier de travail. Mais en réalité, il y en a énormément d'autres. Et donc, la question de Wadji, je pense, fait référence à ces workshops où, eh bien, il a l'habitude de faire intervenir simplement, enfin, on lui a dit en tout cas, je sais pas qui, lui a dit de ne pas mélanger la direction et les opérationnels parce que sinon les opérationnels n'ont pas les mêmes objectifs et la direction pas non plus les mêmes objectifs que les opérationnels et ce qui fait que ça risquerait d'embrouiller son recueil des besoins. Et évidemment, on va voir ensemble qu'il n'y a pas que cette notion de ne pas pouvoir recueillir les bons besoins, mais il y a aussi la notion de prédominance de la voix, en fait, de la voix qui porte selon la personne qui va s'exprimer. Voilà. Donc, déjà, c'est la première chose à comprendre, c'est que on a plusieurs techniques de recueil des besoins au niveau donc des techniques collaboratives. Et déjà, la première chose à savoir, c'est qu'en fonction de la technique, eh bien on peut à un moment donné être amené à mélanger tout type de parties prenantes. Au contraire, ne pas vouloir se cantonner à un même type d'acteur. Bien au contraire. Quelles sont les bonnes pratiques en fait? Les bonnes pratiques parce que c'est quand on identifie, qu'on comprend les méthodologies recommandées pour mener des ateliers de travail, donc ateliers dans le sens large, c'est ça qui permet vraiment d'établir une base de référence pour identifier les écarts et les fausses croyances par rapport aux pratiques standards. Donc c'est pour ça que c'est intéressant déjà de connaître les bonnes pratiques standards. Je me suis noté ici un petit disclaimer. La méthodologie appropriée pour un atelier de recueil des besoins, elle peut varier considérablement en fonction du contexte de l'industrie ou du secteur de service, également les objectifs spécifiques de l'atelier et les parties prenantes impliquées. Ça veut dire que alors moi personnellement, j'ai travaillé dans de nombreux secteurs d'activité. Effectivement, on ne travaille pas pareil en fonction des secteurs d'activité, en fonction de l'entreprise. Il y a eu certaines missions où je n'avais pas accès aux utilisateurs finaux, par exemple, alors que d'autres, j'avais non seulement accès aux utilisateurs finaux, mais également à l'intégralité des départements de l'entreprise. Donc, il y a des fois, c'est en approche agile, des fois, c'est en approche traditionnelle. Donc ça, c'est de la gestion de projet. Si vous ne connaissez pas bien cette notion de gestion de projet, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos et d'autres articles qui figurent sur mon site internet, bestofbusinessanalyst.fr. Voilà, donc c'est vraiment un petit disclaimer, ne pensez pas qu'il y a une seule bonne pratique pour tout, c'est pas vrai, vous allez voir que selon les missions, ça va être à chaque fois différent. Et ça sera à vous de choisir la technique la plus appropriée, même d'ailleurs c'est les techniques les plus appropriées pour aller recueillir les besoins. Donc, identifier les déviations par rapport à des pratiques standards, dont je vous ai parlé, les workshops, les interviews, etc. Et après, comment on fait pour les préparer? C'est vraiment ça qui permet d'identifier quelles sont les fausses croyances qu'on peut entendre, comme l'a reporté Wadji, et comment on peut faire pour éviter de tomber dans ces pièges, puisque ça compromet l'efficacité de ces ateliers de travail. Alors, quand je parle de bonnes pratiques, je parle pas pour le coup de définir la technique d'élicitation, interview, brainstorming, design thinking, etc. Je vous parle plutôt de la méthodologie pour préparer les ateliers collaboratifs, quels qu'ils soient, quelle que soit la technique. Alors, on va dire, quel que soit le type d'atelier de travail, vous avez en général plusieurs éléments qui se ressemblent. Tout d'abord, vous avez une phase de préparation et de planification.
Et donc, je vais pas détailler ce que c'est. Là, c'est pareil, je vous invite à aller peut-être faire partie de la masterclass Devenir Business Analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z pour avoir vraiment le détail de ce que c'est que cette phase de planification et de préparation. Mais il faut savoir que les facilitateurs, que sont les business analysts, ils doivent comprendre en profondeur les objectifs de l'atelier. Ils doivent aussi sélectionner les participants les plus appropriés et ils doivent préparer le matériel qui va être nécessaire. Donc, les fausses croyances qui concernent cette phase de préparation et de planification, elles peuvent par exemple inclure la notion que la préparation, elle est secondaire par rapport en fait au déroulement de l'atelier et que finalement tout se passera bien même si on ne planifie pas correctement l'atelier. Et ben je vous assure que c'est faux parce que même si on peut mener une élicitation collaborative de manière improvisée, vraiment il faut bien la préparer, sinon vous allez vous rendre compte que vous allez en ressortir de ces ateliers de travail avec une information diluée, pas bonne, non exhaustive, beaucoup de frustration peut-être aussi de la part des parties prenantes, etc. Donc première fausse croyance concernant cette phase de préparation et de planification, c'est de penser que c'est secondaire et que tout se passera bien. Non, voilà, préparez-vous. Deuxième étape en général qu'on va mener à bien quand on prépare un atelier de recueil des besoins, quelle que soit la technique employée, eh bien, il s'agit de la création d'un environnement collaboratif. Parce qu'en fait, les ateliers, ils doivent encourager la participation active de toutes les parties prenantes. Vous allez voir que parfois, vous avez des parties prenantes qui sont pas tous au même endroit. Certains sont en distanciel, donc vous allez devoir peut-être avoir avec un écran, les voir et eux qui puissent vous voir correctement. Donc, dans quel contexte sont-ils? Est-ce qu'ils sont en télétravail? Est-ce qu'ils sont sur un autre site de l'entreprise avec le même réseau et ils ont un grand écran dans une salle de réunion où plusieurs collaborateurs sont en même temps? Voilà, donc il y a déjà le distanciel mélangé à du présentiel. Donc ça m'est arrivé de nombreuses fois de mener des ateliers de travail où j'avais une partie de mes contributeurs qui étaient avec moi dans la salle et une autre partie qui était en distanciel. Donc déjà ça, c'est pas forcément évident et il faut s'arranger pour créer un environnement collaboratif parce que par exemple souvent les personnes en présentiel, elles vont interagir avec vous qui êtes dans la même pièce et ceux qui sont en distanciel, eh bien ils vont souvent écouter, ils vont pas forcément beaucoup échanger. Après, vous pouvez avoir des ateliers où tout le monde est dans la même pièce. Et selon les techniques d'élicitation, il ne s'agit pas de juste mettre une grande salle, une salle de réunion avec une table et des chaises autour et tout le monde réuni autour de manière entre guillemets classique. Il y a des tas de situations où et de techniques d'élicitation, je pense au design thinking ou aux techniques qui sont des jeux favorisant l'innovation et la créativité. Eh bien au contraire, on n'a pas ce positionnement. On a par exemple des grandes salles où on peut écrire sur des tableaux au mur. On n'a pas de chaises, plutôt des poufs où on se met à l'aise et parfois des jeux baby-foot, etc. pour mettre les gens dans un certain contexte de créativité. C'est pas pour rien que dans certaines entreprises comme Google, etc. il y a cet environnement qui favorise la créativité. Donc c'est vrai que si vous êtes dans un atelier de travail où vous voulez aller faire bûcher vos contributeurs sur réfléchir à des solutions innovantes, des fonctionnalités cibles, etc., eh bien vous allez essayer de les mettre dans un environnement collaboratif favorable. Donc il faut évidemment s'assurer que toutes les parties prenantes que vous aurez invitées, elles se sentent à l'aise, elles aient envie d'être actives dans cet atelier. Une fausse croyance qui est liée à ce deuxième facteur, élément qui permet de préparer un atelier de travail, c'est de penser que la voix du facilitateur ou celle des parties prenantes, entre guillemets, haut placées, des managers qui seraient mélangés à des opérationnels, comme le dit Wadji, eh bien, cette voix-là du facilitateur ou des personnes haut placées, elle est plus importante que celle des autres. Et donc là, ça pourrait étouffer la collaboration et limiter la diversité des données recueillies. Donc ça, attention, je reprends, c'est clairement la fausse croyance qu'a véhiculé Wadji et pour laquelle il m'a envoyé sa question. Eh bien non, la voix du facilitateur et la voix des collaborateurs, des managers n'est pas prédominante et c'est justement au business analyst qui va conduire l'atelier. C'est lui qui va faire en sorte que tout le monde ait voix au chapitre sans craindre des représailles, des jugements, etc. Ensuite, donc je vous ai parlé de la préparation de la planification des ateliers, je vous ai parlé de la création d'un environnement collaboratif. Quelle que soit la technique, justement, eh bien, on va devoir la choisir, cette technique. Ça fait partie du troisième élément. Technique d'élicitation, est-ce que c'est brainstorming, design thinking, etc. Et en fonction de cette technique, eh bien,
Les fausses croyances peuvent être, par exemple, un jeu collaboratif, c'est ludique, mais ça apporte pas grand-chose. Et entre guillemets, c'est pas très sérieux, donc on n'en met pas dans notre entreprise parce que nous, on est une entreprise où c'est sérieux. Alors que je suis chez Google, et au contraire, chez Google, c'est hors de question de faire autre chose que du ludique, parce que sinon, on n'est pas Google. Donc là, vous voyez, dans le choix de la technique d'élicitation, il peut y avoir ces fausses croyances qui fait qu'on va prendre de préférence une technique plutôt qu'une autre, ou éviter certaines techniques parce qu'on pense que c'est pas ni le lieu ni l'endroit, alors que si. J'ai un exemple vraiment précis en tête d'une entreprise, une multinationale en fait, très habituée à des salles de réunion très traditionnelles, etc. Et en fait, moi, en tant que business analyst, au début, je n'osais pas faire autrement. C'est-à-dire, je faisais tout le temps des workshops très traditionnels. Et puis, j'ai vu arriver un cabinet de conseil avec des consultants de haute facture, haute volée, qui ont mis en place des ateliers que je pensais absolument pas possible de mettre en place dans cette entreprise. Moi, je m'étais vraiment dit, si on fait ça, il y aura personne, ou il va rien qui va en sortir, ou ça va être mal perçu, etc. Je les ai vus mettre en place ces ateliers totalement, on va dire, ludiques, et ça fonctionnait bien. Et en plus, non seulement ça fonctionnait bien, mais les gens, ils en redemandaient. Donc, vous voyez, parfois, on a des fausses croyances sur le type de technique à utiliser. Ensuite, vous avez, je parlais de facilitation, puisqu'un business analyst dans ce type de réunion, c'est un facilitateur. Il distribue la parole, il fait en sorte que l'information elle circule bien et que les résultats ils soient au rendez-vous. Donc, en termes de facilitation, utiliser des techniques pour stimuler la discussion, recueillir des informations exhaustives et gérer la dynamique de groupe, c'est quelque chose de très important. Et les fausses croyances en matière de facilitation, ça pourrait inclure une confiance excessive dans certaines techniques de facilitation, donc je parle bien de facilitation et non pas d'élicitation, au détriment d'autres, où la notion, entre guillemets, de facilitation, elle serait, on va dire, considérée que c'est plutôt intuitif. En gros, la facilitation, c'est juste de l'écoute, c'est assez intuitif, je suis facilitateur ou je le suis pas. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a des techniques qui existent et ça nécessite aussi des compétences. Donc, bien sûr, au début, quand on est business analyst, souvent, on commence sans compétences de facilitateur, on va dire, formé. C'est quelque chose qu'on va rajouter dans notre boîte à outils au fur et à mesure, mais ça fait partie des fausses croyances ou en tout cas de confiance excessive dans le fait que tout se fait naturellement et j'ai pas besoin de me former à la facilitation. J'ai aussi un exemple très précis en tête d'un atelier de design thinking que j'ai mené. C'était vraiment la toute première fois. Je m'étais auto-formée et on m'a rien dit à la fin sur la qualité de l'entretien de la démarche de design thinking. Mais moi, toute seule, je me suis vraiment rendu compte qu'il m'avait manqué des compétences de facilitatrice parce que j'avais plusieurs groupes à gérer. J'étais un peu partout au four et au moulin et j'avais beaucoup de mal en fait à gérer les parties prenantes, de pouvoir les faire phosphorer, etc. selon les bonnes pratiques de design thinking. Et il m'a vraiment manqué, à mon sens, clairement, une compétence en facilitation que j'ai acquise par la suite. Donc voilà, c'est vraiment encore quelque chose à garder en tête. Cette fausse croyance de je me débrouillerai parce que je sais communiquer, etc. Je connais les gens éventuellement, donc pas besoin de me former. Ensuite, quand vous faites donc des ateliers de travail avec vos collaborateurs, vous avez une phase de documentation et de suivi. Donc là, ça veut dire qu'on va documenter soigneusement les informations recueillies et qu'on va en assurer un suivi après l'atelier. Et justement, une des fausses croyances, c'est que les discussions de l'atelier, finalement, tout le monde va bien s'en souvenir, ça va être bien mémorisé par tout le monde, et il y a peut-être pas nécessité de faire un compte rendu a posteriori, une documentation formelle. Sachez que c'est totalement une fausse croyance, et là aussi, vous allez voir après les résultats négatifs de ces croyances limitantes et fausses croyances même sur la qualité du projet. Donc, il faut une documentation post-réunion qui permette de garder la trace des discussions et des décisions prises en séance. Et puis, autre élément, alors vous allez voir qu'il y a certaines techniques où on prépare très minutieusement en fait. Et on est assez rigide dans l'approche, dans le déroulement de la séance, tandis que dans d'autres, il y a une certaine flexibilité. Or, justement,
Il faut savoir que être prêt à s'adapter en fonction des besoins émergents du groupe et des objectifs de l'atelier est hyper important. On ne doit pas justement être rigide par rapport au plan initial. Et ça fait partie des fausses croyances, c'est de dire j'ai préparé un workshop et je dois m'y tenir coûte que coûte pour être sûr d'avoir les résultats que j'escompte sans tenir compte des ajustements nécessaires en temps réel. Sachez que même si vous préparez très bien votre séance, il faut pendant la séance être capable de s'adapter parce que vous allez voir qu'il y a toujours des informations complémentaires qui vont s'ajouter et que rien n'est contrôlable. Donc, ça, c'est encore une croyance qui peut vous empêcher de recueillir des besoins de manière exhaustive, sécurisée, fiable, consensuelle. C'est de trop vous en tenir à un plan rigide plutôt que de vous montrer un peu plus flexible pendant la séance. Voilà, donc tous ces points-là, ils sont quand même hyper importants parce que les fausses croyances qui sont associées à chacune de ces étapes de déroulement et de préparation des ateliers de travail, eh bien ça peut détourner l'atelier de son objectif qui est recueillir des besoins précis. Les méthodes inefficaces ou les malentendus peuvent conduire évidemment à des résultats médiocres, si ce n'est faux, également des besoins mal interprétés, des opportunités manquées de collecte d'informations cruciales et une insatisfaction générale des parties prenantes. Et si les parties prenantes sont insatisfaites de l'atelier, sachez que vous aurez beaucoup plus de mal aussi à les mobiliser pour de futurs ateliers. Vous verrez qu'elles viendront pas ou elles auront autre chose à faire de plus important, etc. Donc c'est important de mobiliser et de générer une satisfaction à l'issue de tous vos ateliers. Donc ça, c'était la première chose que je voulais aborder. Dans une deuxième partie en fait de cette vidéo, je voudrais vous parler de la dynamique, des dynamiques de groupe pendant les ateliers de recueil des besoins. Parce qu'en effet, les interactions entre les participants peuvent énormément influencer les résultats de ces ateliers. Il est vraiment essentiel d'identifier les fausses croyances associées à ces dynamiques pour comprendre comment elles peuvent être déjouées et pour s'assurer que les ateliers soient productifs et inclusifs. Je vais pas reparler de cette inclusivité juste après. Alors qu'est-ce que c'est des dynamiques de groupe? En fait, c'est des parties prenantes qui ont des interactions, on va dire, mais qui sont sous l'emprise de facteurs psychologiques et comportementaux qui vont donc influencer leur communication et la prise de décision en groupe. Quand elles sont mal gérées, ces dynamiques de groupe, elles peuvent créer des environnements où on va avoir certaines voix qui s'expriment plus que d'autres, du coup des idées intéressantes, voire précieuses qui sont négligées, et également vous pouvez avoir un certain nombre de malentendus qui prolifèrent. Et les fausses croyances dans ce contexte peuvent inclure, par exemple, des suppositions sur la prise de décision en groupe. Alors je vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut être très lié aussi à la culture. Si vous travaillez dans un environnement international, un japonais, un allemand, un français, un américain, tout le monde a sa manière d'envisager une prise de décision. Dans certains pays, c'est collaboratif, dans d'autres, on attend qu'une personne prenne la décision pour d'autres, etc., etc. Donc en tout cas, sachez que les fausses croyances, ça peut vraiment inclure des suppositions sur cette prise de décision en groupe. Également au niveau de la résolution des conflits, pareil, c'est lié à la culture, mais aussi la culture de l'entreprise, etc. Et puis la dynamique de pouvoir au sein des groupes. Bon, je vais vous illustrer un petit peu ces exemples de problèmes en fait qui sont créés par la systémie de groupe pendant les ateliers de recueil des besoins. Alors je me suis noté 1, 2, 3, 4, 5 points. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle la dominance des voix fortes. Une fausse croyance courante, c'est que, et surtout en France, c'est que les opinions les plus bruyantes sont les plus précieuses. Vous allez vraiment souvent avoir des contributeurs, enfin un en général, dans un atelier, il y en a au moins un qui parle beaucoup plus que les autres, qui parle plus fort, qui a une idée sur tout, qui a des exemples sur tout, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la voix forte. Ça peut être aussi un manager. Ça peut entraîner une situation où les voix dominantes prennent le dessus, tandis que les autres participants ils vont se retirer de la discussion en laissant des perspectives et des besoins importants non exprimés. Donc ça, c'est premièrement, dans une systémie de groupe, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment voir systématiquement, c'est cette dominance des voix fortes, et c'est vraiment au business analyst de jouer son rôle de facilitateur en repérant ces voix fortes, en les accueillant, mais surtout en les minimisant pour laisser la place à d'autres. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la conformité et la pensée de groupe.
Donc dans les ateliers de recueil des besoins, on peut parfois avoir des participants qui recherchent le consensus au détriment de la qualité des décisions. Et souvent, ça se passe quand il y a une fausse croyance au niveau du groupe, et peut-être que c'est au niveau de l'entreprise, que le consensus est synonyme de décision correcte. Et du coup, ce qui fait que ça sous-estime la valeur des opinions divergentes. Donc là aussi, un consensus, c'est ce qu'on recherche, mais parfois, il faut en passer par une phase de divergence d'opinion. Donc d'ailleurs, il y a certaines pratiques, comme le design thinking, qui commencent par phase de divergence et après de convergence. Donc attention, conformité, pensée de groupe, ça peut être un danger lorsque on pense que c'est par fausse croyance, de cette manière-là qu'on va prendre une décision correcte. Ensuite, dans les ateliers de recueil des besoins, un autre écueil, c'est de négliger les conflits constructifs. Donc ça va un petit peu de pair avec l'autre, mais c'est pas forcément la prise de décision, là c'est vraiment pour l'émergence des besoins. La croyance que tout conflit est négatif peut conduire à éviter les désaccords qui sont pourtant nécessaires pour une analyse approfondie des besoins. Un conflit, lorsqu'il est constructif, peut stimuler la discussion et conduire à de meilleures solutions. Vous allez voir que parfois, quand vous allez sélectionner vos parties prenantes, il y a certaines parties prenantes, certains contributeurs que vous pourriez écarter parce que vous savez que, en gros, c'est des gens qui vont vraiment casser la dynamique de groupe. Il y a toujours des problèmes avec ces gens-là. C'est des gens qui sont là pour relever les problèmes et pas pour être constructifs. Et ça m'est déjà arrivé de devoir ne pas les sélectionner parce qu'en fait, ça allait empêcher une réflexion de groupe. Et bien, certaines fois, en fait, ces personnes-là, justement, elles sont intéressantes parce qu'elles amènent une voix différente. Par exemple, si vous voulez faire un atelier de travail, de recueil des besoins pour identifier tout ce qui est cas aux limites, exceptions, eh bien, ces contributeurs, ils peuvent être très intéressants parce qu'ils vont toujours aller chercher la petite bête. Donc, négliger des conflits constructifs, ça peut vous faire passer à côté d'informations qui ne sont pas dans le cas nominal, des besoins nominaux, qui sont des besoins à la marge, des cas exceptionnels, etc., mais qui vont énormément impacter la suite du projet et en tout cas la conception de la solution. Ensuite, il y a un quatrième point qui est important, c'est en matière d'inégalité de participation. Là, c'est vrai que quand on invite, mettons, 10 contributeurs, on peut imaginer que tout le monde a la même envie de participer. Eh bien là, c'est une fausse croyance également, c'est une hypothèse que tous les participants sont également disposés et capables aussi de contribuer de manière égale. Eh bien en fait non, parce qu'il y en a certaines déjà qui se sentent pas légitimes ou moins légitimes, peut-être pas autorisées à parler en raison de la hiérarchie présente, de la culture de l'entreprise ou des biais personnels, etc. Donc quand vous avez des contributeurs face à vous, eh bien non, il n'y a pas une égalité dans la participation. C'est une fausse croyance de penser que parce que vous invitez 10 personnes, les 10 personnes auront envie de manière égale de participer et participeront de manière égale. Et enfin, il y a un cinquième point, mais c'est pas exhaustif, c'est lié au malentendu et au manque de clarification. Alors, si vous n'avez pas une communication, si vous favorisez en tout cas pas une communication ouverte et des techniques de clarification, eh bien sachez que les ateliers peuvent propager des malentendus. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'un business analyst, son pire ennemi, c'est l'ambiguïté. Donc en fait, la croyance qui peut prévaloir dans certains groupes, c'est que tout le monde est sur la même longueur d'onde, que quand on parle d'un acronyme, quand on parle d'un jargon spécifique à l'entreprise ou au métier, tout le monde comprend. Eh bien non. En réalité, je peux vous assurer, le nombre de fois où, par exemple, j'étais en atelier de préparation des glossaires, donc je prends un terme métier que mes contributeurs utilisent au jour le jour, tout le temps, eh bien, je me rends compte qu'il y en a plein qui sont pas d'accord avec la définition. Donc ça, c'est vraiment une fausse croyance que tout le monde connaît, est d'accord sur les acronymes, les jargons métiers, etc. et qu'on n'a pas besoin de l'approfondir. Non, parfois, il faut vraiment vérifier de manière explicite puisque c'est de cette manière-là que des besoins cruciaux peuvent être mal interprétés. Alors maintenant, on va voir un petit peu, en troisième partie, les conséquences des fausses croyances, donc toujours liées aux ateliers de recueil des besoins. Donc les conséquences de ces fausses croyances sur le résultat final d'un projet.
La qualité vraiment des informations recueillies, elle est lors de ces ateliers de recueil des besoins, elle est cruciale parce qu'elle se forme sur la base, elle forme la base sur laquelle tout le projet est construit. Si les informations du coup sont faussées par des croyances incorrectes, eh bien les erreurs vont se propager à travers toutes les phases du projet, conduisant à des retards, à des augmentations de coûts et même parfois à l'échec du projet. Et je dis pas ça pour faire peur, je dis ça parce que c'est la réalité. Ça fait partie notamment des résultats du Standish Group Chaos Report qui a mentionné parmi les top 5 des causes des échecs des projets de système d'information ce mauvais recueil des besoins. Donc il est vraiment essentiel d'expliquer comment ces fausses croyances que je vous ai un petit peu expliquées tout à l'heure peuvent troubler certains aspects du projet et donc empêcher une collecte rigoureuse des besoins métiers et autres types de besoins. Alors, voilà les répercussions que j'ai listées sur le projet en matière qui sont donc des répercussions parce qu'il y a eu des fausses croyances et des malentendus lors des ateliers de recueil des besoins. Alors tout d'abord sur le périmètre, donc la portée du projet. Si les besoins ne sont pas correctement identifiés, la portée du projet, elle peut devenir ambiguë, incomplète ou surchargée. Là par exemple, il y a certains cas de figure où vous allez vous rendre compte que lorsque vous voulez prioriser les besoins, on n'y arrive pas. Les contributeurs finalement mettent tous les besoins au même niveau. Tout est finalement crucial. C'est ce qu'on appelle, parce que surtout les Américains appellent un scope creep. Donc c'est inflation de la portée en français. Là c'est dans le cas où le projet en fait il va s'étendre continuellement au-delà de ses objectifs initiaux. Donc à la base on a identifié, on a fait un cadrage. On sait dans quoi va être contenu le projet et en fait on va recueillir des besoins et il y en aura toujours plus et là on va tomber dans cette inflation de la portée, le scope creep. Ensuite, une autre répercussion des fausses croyances sur le projet, eh bien c'est déjà la planification et l'allocation des ressources. Puisque on dit qu'on a fait des erreurs dans la compréhension des besoins, là c'est le résultat des fausses croyances, on a eu des erreurs dans la compréhension des besoins, ça va se traduire par quoi? Par une mauvaise allocation des ressources, que ce soit en temps, en personnes, etc. En budget également, etc. Donc il y a aussi une croyance dans tout ça, c'est que le plus est toujours mieux. Et ça peut donc conduire à une surallocation inutile, tandis que minimiser les besoins réels peut entraîner une sous-allocation. Sauf qu'à un moment donné, ça va sortir du chapeau et ça va mettre l'équipe sous pression inutile. Donc évidemment, c'est toutes ces fausses croyances qui vont avoir des impacts extrêmement négatifs sur la qualité des données recueillies lors des ateliers de recueil des besoins. Ça va avoir un impact très important sur la planification et l'allocation des ressources du projet. Une troisième conséquence négative, c'est au niveau du développement et de la mise en œuvre. Parce que si les besoins ils sont mal compris, la solution développée peut évidemment ne pas correspondre aux exigences réelles. Donc là, c'est la croyance qu'un besoin exprimé est un besoin précis. Et en réalité, c'est pas vrai. Un besoin exprimé peut être imprécis, voire faux. Il faut aller le creuser, aller chercher un besoin racine. Eh bien, cette fausse croyance peut empêcher une exploration plus profonde qui conduit donc évidemment à mettre en place une solution inefficace. Toujours dans les conséquences sur le projet, vous avez en matière de test et d'assurance qualité. Les phases de test et d'assurance qualité, elles peuvent être vraiment compromises si les besoins n'ont pas été clairement définis. On a une idée fausse qui, parfois, au niveau du projet, dit « les tests trouveront et résoudront tous les problèmes, donc on verra au moment des tests ». Mais attention, c'est une idée fausse. Ça peut donner une impression de fausse sécurité qui entraîne des lacunes dans l'assurance qualité. Toujours en matière de gestion de projet, les impacts de cette élucidation, ce recueil des besoins faussés par des croyances erronées, c'est au niveau du lancement. Donc la solution a été conçue, elle a été testée, donc elle a été développée et elle va être lancée et donc les utilisateurs finaux vont pouvoir l'utiliser. Et bien au niveau de cette phase de lancement et d'adoption de la solution par les utilisateurs et donc de la conduite du changement, un produit, un logiciel, un produit de manière générale ou un service même, qui est basé sur des besoins mal interprétés, il est susceptible forcément de rencontrer des problèmes
d'adoption par les utilisateurs finaux, donc au niveau de la conduite du changement. J'ai souvent entendu de la part des directions de systèmes d'information une croyance que je n'aime pas du tout, qui est non mais bon c'est bon, les utilisateurs ils vont s'adapter. Eh bien en fait ça ignore l'importance de répondre précisément aux besoins et aux préférences de ces derniers. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les utilisateurs? Dans la mesure du possible, ils vont contourner la solution et ça va faire une usine à gaz en termes de processus, etc. Et au final c'est ce qu'on appelle un projet qui échoue puisque il n'est pas accepté et adopté par les utilisateurs. Et puis, vous avez un autre point, c'est au niveau de l'évaluation et du feedback. Parce que si le projet est basé sur des besoins incorrects, même les mécanismes de feedback utilisateurs, ils peuvent être faussés. Donc, les feedbacks, c'est le fait d'avoir des retours terrain de l'utilisation d'un produit ou d'un service ou d'un logiciel. Donc, ce feedback, il va même être faussé parce que ils vont se référer à des critères initialement erronés. Donc là, eh bien, on peut avoir des cas de figure. Je pense par exemple aux approches agiles où la croyance c'est tout feedback est utile, puisque dans les approches agiles, on se base sur les feedbacks pour alimenter après le product backlog, par exemple, en nouvelles user stories. Eh bien là, attention, parce cela peut conduire à des cycles de révision et de soi-disant amélioration continue qui sont inefficaces. Voilà, donc vous voyez les fausses croyances qui existent en fait pendant la phase de recueil des besoins, elles peuvent causer une réaction en chaîne à travers tout projet qui augmente les risques et qui compromettent le succès. Et donc il est hyper important, vraiment hyper important de les corriger dès le début pour établir une fondation solide de tout le projet et donc de la réussite de la solution cible. Voilà, et je vais terminer cette vidéo avec finalement quelles sont les stratégies, c'est la quatrième partie, pour ne pas subir les fausses croyances lors des ateliers de recueil des besoins. Envisager des stratégies pour éviter les fausses croyances lors des ateliers de recueil des besoins nécessite une approche multifacette qui englobe donc la préparation, on en a parlé, la facilitation active, la vérification des données et l'évaluation post-atelier. Et chaque stratégie, elle devrait viser à créer un environnement où la communication elle est ouverte, elle est honnête et exhaustive pour s'assurer que on recueille des besoins exhaustifs, fiables, vérifiés, consensuels, en tout cas précisément identifiés et convenablement documentés. Donc on a quelques stratégies qui permettent d'éviter les fausses croyances lors des ateliers de recueil des besoins. Alors tout d'abord, préparation et formation des facilitateurs. Quand on est business analyst, on a tellement de choses à apprendre, on a tellement d'auto-formation à mener que parfois on va négliger certaines formations, notamment au niveau des soft skills, des compétences relationnelles et comportementales. Moi, je vous invite vraiment à investir dans une formation en tant que facilitateur, même si c'est que 2 heures, pour que vous ayez quelques techniques, également pour appréhender les dynamiques de groupe, les techniques de résolution de conflits, la communication non violente, efficace, etc. Parce que quand vous êtes formé ou quand vous avez au moins connaissance de ces bonnes pratiques, vous allez voir que vous serez bien plus à même de gérer les discussions, d'équilibrer les contributions entre les participants et de vous assurer que les informations, elles sont correctement comprises et enregistrées. Après, une autre stratégie, c'est, j'ai parlé de notion d'environnement, eh bien, de créer un environnement inclusif. Ça veut dire, si vous avez des managers, des clients, des fournisseurs, des opérationnels, donc différents niveaux, l'environnement inclusif, c'est de faire en sorte que tout le monde participe à égalité et avec équité. Donc, vous allez établir des règles de base pour la participation, pour encourager l'égalité de parole et le respect mutuel. Cela inclut la création d'un espace aussi où les participants se sentent en sécurité pour exprimer des opinions divergentes et poser des questions. Donc, quand vous commencez un atelier de travail, ce sont des règles, des bonnes pratiques, c'est de dire ces règles à haute voix pour que tout le monde soit bien au courant. Ensuite, une stratégie, c'est des techniques de clarification et de vérification. Donc, vous avez de nombreuses techniques. D'ailleurs, c'est des techniques qu'on peut emprunter à la vente, par exemple. Techniques de reformulation, de confirmation des points clés, de demande de feedback spécifique pour assurer une compréhension précise. Toutes ces techniques, en fait, de clarification et de vérification, elles vont vous éviter les malentendus et elles vont permettre de valider les informations en temps réel. Et donc, ça va éviter que vous recueilliez des besoins non exhaustifs, non vérifiés, erronés de manière générale. Troisième bonne pratique, c'est au niveau de la documentation. Tenir des registres détaillés des discussions, y compris des points de désaccord, faut pas oublier les points de désaccord, et des questions non résolues. C'est intéressant parce qu'on va référer dans le futur. Et ça assure aussi que les nuances et les détails importants ne sont pas perdus après la fin de l'atelier.
Après, en plus, vous pouvez le réutiliser, donc c'est d'autant plus important. Et tout ce qui est désaccord et questions non résolues, vous allez voir que ça peut être très important, ça peut être vraiment à la face immergée de l'iceberg avec des cas limites, des exceptions en fait qui sont très importantes à recueillir également. Donc vous pouvez après rebondir sur un autre atelier directement derrière ces points de désaccord que vous aurez bien écrits dans la documentation. Également l'utilisation de technologies appropriées, puisque adopter des outils technologiques pour capturer, organiser et revoir les données collectées, tout ça, ça permet de s'assurer qu'on n'aura pas de limitation en termes de souvenirs déjà. Également, je vous ai parlé de contributeurs qui n'étaient pas forcément dans les mêmes sites, certains qui étaient en distanciel, d'autres en présentiel avec vous. Eh bien, c'est vrai que c'est cette utilisation de technologie qui est super importante pour sécuriser la collaboration et ainsi recueillir des données correctes, surtout sur lesquelles on peut revenir. Ensuite, une autre stratégie. Donc vous avez, alors je ne reviens pas dessus, mais je crois que j'ai dû faire un article sur certains outils qui existent en termes de collaboration en ligne, etc., de brainstorming, de mind mapping, etc. Alors c'est vrai que j'aime pas trop donner la liste d'outils parce que ça évolue énormément, mais sachez qu'il y a maintenant une panoplie d'outils technologiquement même gratuits, il y en a beaucoup qui sont gratuits d'ailleurs, qui vous permettent de recueillir des besoins en s'affranchissant de toutes ces fausses croyances que je vous ai expliquées précédemment. Ensuite, vous avez au niveau de la revue et de la validation post-atelier. Donc, l'atelier est terminé et on va pas s'arrêter là en réalité. L'élicitation, c'est un processus qui ne se termine pas au moment où on termine l'atelier. Il y a toute une phase juste après. Et organiser des sessions de suivi pour revoir les besoins documentés, permettant une vérification supplémentaire, correction d'éventuelles erreurs ou omissions, eh bien, c'est aussi très important et ça implique souvent un examen par des pairs et une validation par des parties prenantes clés. Enfin, autre stratégie, c'est le développement d'une culture de feedback. Donc là, dans les approches agiles, la culture, elle est de mise. Le feedback, ça fait partie de la démarche agile. Mais quand on est dans des démarches traditionnelles, c'est pas forcément le cas. Il y a certaines entreprises où ça n'est absolument pas le cas non plus. Donc le fait d'encourager une culture où le feedback est sollicité, évalué et utilisé continuellement, ça permet vraiment de mettre en place une amélioration continue. Ça aide à corriger aussi les fausses croyances et à affiner les processus au fil du temps. Voilà, donc si vous intégrez ces stratégies, vous allez vous rendre compte que vos ateliers de recueil des besoins, ils peuvent devenir plus robustes, plus précis, plus représentatifs des besoins réels du projet et ça va ainsi réduire l'impact des fausses croyances sur les résultats du projet. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Vos avis et retours d'expérience sont bien entendu les bienvenus en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez également soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre des commentaires. Et puis, évidemment, je vous invite à aller voir le site bestofbusinessanalyst.fr pour énormément plus d'informations sur la discipline qu'est la business analyse. Vous pouvez également vous former en suivant les formations, en suivant des séances de coaching. Je vous explique tout cela sur bestofbusinessanalyst.fr. Et d'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous souhaitez que j'y réponde sous la forme d'une vidéo sur la chaîne YouTube. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon le moment auquel vous écoutez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!